Donc du coup, j'ai déplacé mon lit dehors, j'ai dormi à la belle étoile. C'était formidable, hein. Un grand moment où le réveil n'est pas facile. Allez, on va passer comme tous les jours une matinée formidable dans les cahiers de vacances de la Maison Lumière. On va apprendre plein de choses, de quoi se remplir la tête à l'approche de la rentrée. Alors, c'est pas demain la rentrée, hein. Bien sûr, demain tu seras encore en train de faire plein de trucs fun, de jouer aux jeux vidéo et de regarder la Maison Lumière, bien sûr. Mais enfin, ça approche, hein. Bientôt tu seras en salle avec les copains. Ou alors, si t'es un peu plus vieux, bientôt tu seras à la machine à café. Ou alors, si t'es encore plus vieux, bientôt tu seras au bridge. Et ben là, grâce à tout ce que tu vas apprendre aujourd'hui, tu vas pouvoir briller. Et comme toujours, nous ne sommes pas tout seuls, bien sûr, avec tous les profs qui sont eux aussi beaucoup plus réveillés que moi dans cette magnifique maison de vacances. Nous avons une élève avec nous aujourd'hui, c'est Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour, quelle énergie. Es-tu avec ta maman Virginie? Bonjour Virginie. Oui, bonjour Alex. Alors toi Mathilde, tu vas rentrer en 5e, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, t'as bien travaillé un peu quand même pendant les vacances? Oui. Bon, c'est pas mal. Et je crois surtout que pendant les vacances, t'as fait un truc génial. T'as créé une association. Oui. Alors, mais pour faire quoi? Pour qui? Pourquoi? Alors, c'est pour aider les animaux de la SPA. D'accord. Les animaux de la SPA depuis 3 ans et demi. Ok. Je fais des opérations, j'organise des collectes pour les refuges en recyclant des couvertures, serviettes, draps, jouets, au lieu que cela va dans les poubelles. D'accord, parce que c'est vrai qu'avec la crise qu'on a eue, hein, les animaux aussi, ils ont beaucoup souffert. Je crois que tu as même lancé un espèce de concours de dessin, c'est ça? T'as des dessins, montre-nous. Oui, c'est ça. Alors là, c'est la première gagnante. D'accord. De la catégorie 1. Eh ben, c'est chouette. Le deuxième. Alors, trop mignon. La thématique, c'est l'adoption des animaux. Eh bien, écoute, c'est génial. On souhaite longue vie à cette initiative. Alors, tu sais que aujourd'hui, évidemment, tu es là pour nous poser une grande question, une question qui va devenir le thème de toute l'émission, grâce à Devrina professeurs qui sont prêts. Ils sont tout oui. On t'écoute. J'ai entendu dire que le croissant était français. Est-ce vrai? Ah, alors là, crois-moi, mon intérêt va aller croissant tout au long de l'émission parce que c'est une excellente question. Imagine si on découvre que notre bon vieux croissant traditionnel qu'on aime tant n'est pas français. Oh, merci Mathilde de nous avoir posé cette question sur l'origine du croissant. On va tout découvrir grâce à nos formidables professeurs, comme toujours. Alors, on va faire une émission entière autour du croissant. On va commencer avec notre ami José qui va nous parler d'un des berceaux de la civilisation qui s'appelle le croissant fertile. Tu comprendras tout ça tout à l'heure. Ensuite, Adrien, pour le coup, lui, il va nous apporter les croissants au lit, parce qu'il va nous dire pourquoi est-ce qu'on aime bien dormir, tu sais, en position de croissant, un petit peu comme ça. C'est-à-dire un peu en position fétale. Tu comprendras tout ça, c'est vrai que c'est assez agréable pour dormir. Après, chacun fait comme il veut pour trouver le sommeil. Par exemple, Cyril et Nicolas, plutôt que de compter des moutons, ils comptent des chiffres, jusqu'à 1000. Des chiffres croissants et puis décroissants. Tu verras, on va tout comprendre. José reviendra ensuite apporter quelques croissants au beurre, hein, qui font un petit peu peur, avec sa fameuse interro surprise, où il répondra clairement à ta question. Et puis enfin, Léa, qui n'a décidément pas de pitié pour les croissants, la coquine, nous parlera d'un poisson volant qui vient en fait d'un quartier de lune. C'est assez étonnant. On va comprendre tout ça tout à l'heure. J'espère que ce petit déjeuner très continental te convient, Mathilde? Oui. En tout cas, tu vas voir, il y a une bonne marmelade de savoir autour du croissant. C'est sûr, si on va avoir des bonnes notes à la rentrée, on va pouvoir faire notre beurre avec les cours des profs. Quant à moi, écoute, je vais me recoucher un petit peu. Le temps du générique. Je profite, je me repose. On a décidé de se cotiser pour t'offrir un truc en tri-ronflement. Oui. Mais ça, c'est l'histoire. Hein. C'est l'histoire, ça te remplit. Du coup, c'est un peu ronflant. Oui, bien sûr, formidable. Bonjour tout le monde. Adrien, prof de sciences. On n'a pas une solution anti-ronflement d'ailleurs? Une solution anti-ronflement, mais on en parlera tout à l'heure des ronflements de José. Bon, on va voir. Et quant à Léa, évidemment, toujours sublime, qui va nous faire l'initiation à l'histoire de l'art. Bon, tu vas voir, on va répondre à ta question avec plein de cours passionnants, Mathilde. Mais quand même, ce serait sympa qu'avant tout ça, tu nous fasses découvrir un lieu, si possible, extraordinaire près de chez toi. En tout cas, un lieu où tu aimes te rendre dans ta superbe région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mon lieu préféré, c'est Monaco pour son musée océanographique. Avec l'animation que je préfère le plus, c'est de nourrir les poissons. Et j'ai pu nourrir des bébés requins. Je lui ai donné un petit poisson, à l'étoile de mer une moule, et à l'oursin de mer, je lui ai donné
de la salade. Ah oui, c'est vrai que Monaco, c'est chouette. Allez, revenons sur le thème du croissant, notre thème du jour. José, le croissant dans l'histoire, je crois que Talson va se vendre comme des petits pains à la rentrée, tellement on aura appris des choses sur notre civilisation. Ben oui, parce que si je vous dis que nous sommes nés dans un croissant, vous allez me dire, mais non, mais ça c'est peut-être le cours d'Adrien. Mais en fait, on est né dans un croissant. Alors quand je dis nous, c'est la civilisation telle que nous la connaissons, c'est-à-dire vivre dans des États délimités par des frontières, vivre dans des villes ou dans des villages, vivre en société, se nourrir à partir de produits qui sont issus de l'agriculture, on va retrouver ce mot, écrire par exemple, avoir des croyances, des rites, de la religion. Bon, bah, tout ça, toutes ces choses qui font la civilisation, eh bien, elles sont nées dans une région du monde qui s'appelle le croissant fertile. Nous allons voir pourquoi. Et d'abord, je voudrais revenir sur ça. D'abord, l'agriculture. Ça, c'est fondamental, l'agriculture. Il faut savoir que dans la haute antiquité, il y a très très longtemps, l'homme était nomade. Qu'est-ce que ça veut dire, nomade? Ça veut dire qu'il ne vit pas de façon continue à un endroit précis. Il change constamment. Il se promenait, il cherchait des endroits où il avait des richesses. Et surtout, il est chasseur-cueilleur. Ça veut dire que pour sa nourriture, il chasse le gibier et puis il cueille un petit peu ce qu'il trouve, des fruits, des baies, pour se nourrir. Et voilà qu'en 10 000 avant Jésus-Christ, à peu près évidemment, en 10 000 avant Jésus-Christ, l'homme va découvrir l'agriculture et va se sédentariser. Sédentariser, ça veut dire qu'il va vivre dans un endroit précis. À un endroit précis, il va plus bouger comme ça. C'est une véritable révolution. C'est un changement total dans l'histoire de l'humanité, extrêmement important. Alors, il se sédentarise parce qu'il découvre l'agriculture, c'est-à-dire qu'il apprend à semer, à récolter et à faire de l'élevage pour pouvoir se nourrir. Et tout ça, ça a eu lieu dans une région très précise qui se trouve dans le Proche-Orient et qu'on appelle le croissant fertile. Alors fertile parce qu'on est dans une région plutôt désertique et qu'il y a là deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui vont fertiliser cette région. Et puis un croissant parce que si on pousse jusqu'à l'Égypte, eh bien, on a une forme de croissant. Ah oui, on a vu très clairement à l'image là, bon, à part ce qui est dans la mer. Voilà. Voilà, et c'est là que ça se passe, une véritable révolution absolument fondamentale pour l'histoire de l'humanité. Et ça commence donc par l'agriculture qui permet à l'homme de se sédentariser. Se sédentariser, ça veut dire qu'il vit au même endroit. Des villages, des villes commencent à se constituer, certaines villes grandissent, elles deviennent des États, on appelle ça des cités-États, dirigées par des rois, nous allons le voir. La cité de Ur, par exemple, de Lagash, de Uruk, de Mari, on peut même aller jusqu'à Memphis, la capitale des pharaons. Et tout ça, ça se passe aussi dans le croissant fertile. Et ces villes qui se développent, eh bien, c'est la vie en communauté qui se développe avec des règles. Et puis surtout, elles sont dirigées, elles commencent à être dirigées par des rois. Alors, comment ça se passe exactement? On peut le regarder sur cette sculpture qui est un bas-relief qu'on a retrouvé dans la cité de Ur, dans le croissant fertile, j'insiste là-dessus. Et là, on voit plusieurs choses. En numéro 1, on voit le roi de cette cité. Alors, ce roi, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de réaliser une offrande. En numéro 2, j'espère qu'on le voit bien. Oui, on le voit. Très bien, il réalise une offrande, il verse un liquide comme ça. Et il fait ça à qui? Eh bien, en numéro 3, au dieu. On le voit, le dieu assis sur son trône, c'est le dieu Nana. Bon, il est assis sur son trône et le roi fait une offrande. Et en échange, c'est ça qui est intéressant, ce dieu remet des objets au roi. Quels sont ces objets? Un bâton, qui est le symbole du commandement, et puis une corde qui peut être le symbole de l'unité du peuple. En quelque sorte, c'est des royautés qui tirent leur légitimité, c'est-à-dire le pouvoir de diriger la ville, des dieux. Et là, c'est très intéressant quand même, parce qu'on est en train de voir naître quelque chose qui est un État dirigé par un pouvoir politique, ici un roi, qui tire sa légitimité des dieux. Donc, en même temps, une croyance qui se met en place. Oui, donc, on voit comment tout ça se met en place. Comment tout ça se met en place. Et puis surtout, pas décisif, c'est l'écriture. L'écriture, c'est aussi inventé dans le croissant fertile. Alors d'abord, on a plusieurs types d'écriture. Premier type d'écriture, les pictogrammes. Ça fait un peu penser aux hiéroglyphes. Un petit peu, mais c'est un petit peu différent. 3000 avant Jésus-Christ, un pictogramme, c'est un dessin qui a un sens. On en a une sortie de secours, c'est un pictogramme. Interdit de fumer, c'est un pictogramme. Donc d'abord, les pictogrammes. Puis,
on avance dans le temps et vers 2600-2400 avant Jésus-Christ, on va avoir l'écriture cunéiforme. Cunéiforme, ça vient du latin cuneus, ça veut dire clou, en forme de clou, cette écriture. Et puis, bien sûr, vous l'avez dit, les hiéroglyphes, alors là, c'est un petit peu avant, c'est en Égypte, 3200 avant Jésus-Christ. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que l'écriture naît à ce moment-là et pas avant, pas plus tard, etc. Eh bien parce que l'homme a besoin de l'écriture. Il invente l'écriture parce que c'est une utilité. À partir du moment où il commence à faire des récoltes, il a besoin de compter combien de récoltes. Je te vends tant de tonnes de blé, tu me les achètes contre quoi et complètement. Les cités entre elles font du commerce, oui, mais il faut savoir, il y a des rois, donc il y a des lois, il faut les connaître, il faut les fixer par écrit. Il y a des dieux, il y a des croyances, il y a des rites, il y a des prières. Il faut les fixer par écrit. On a besoin de l'écriture. Et là, justement, eh bien, on peut voir que l'homme va rentrer dans l'histoire avec l'écriture. Il va commencer à raconter des histoires. Je vais vous prendre un exemple. Un exemple, c'est un savant anglais qui s'appelle George Smith, qui en 1872 a réussi à traduire une tablette d'argile. On écrivait sur les tablettes d'argile cunéiforme, qui nous raconte une histoire qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Et c'est une très longue histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un extrait. Je vais le citer, je ne veux pas trahir l'auteur. Alors voilà ce que nous dit l'extrait. Il nous dit: un homme dit avoir été informé par les dieux que ceux-ci ont décidé de détruire l'humanité pour la punir de ses péchés. Ah bah c'est flippant. Le message divin est le suivant. Je prends la voix de Dieu. Construis un bateau. Regroupe tous les animaux de la création. S'ensuivent 7 jours et 7 nuits de pluie diluvienne. Vous avez reconnu cette histoire? C'est le déluge. Bravo, c'est le déluge, mais c'est le déluge écrit un millénaire avant la version que nous connaissons le mieux, celle de la Bible avec Noé. Un millénaire avant. C'est déjà écrit dans ce croissant fertile. Bon, ça nous montre que l'homme rentre dans l'histoire avec l'écriture, parce qu'avec l'écriture, l'homme, il va nous raconter ce à quoi il croit, ce à quoi il aspire, quelles sont ses peurs, quelles sont ses croyances. Et là, il fait son entrée vraiment dans l'histoire. Et ça se passe dans le croissant fertile. Alors, Mathilde, tout comme Alex, comme Adrien, comme Léa, ce matin, tu t'es levé. T'as pris ton petit déjeuner. Oui. C'est issu des produits de l'agriculture. Croissant fertile. Puis, tu t'es baladé dans la ville ou le village où tu passes tes vacances. Ville, village, croissant fertile. Et puis, tu as décidé peut-être, j'espère, d'écrire une petite carte postale à tes amis ou à tes grands-parents, ou en tout cas, tu as écrit à l'émission pour y participer. Croissant fertile. Nous devons tout au croissant fertile. Voilà. C'est comme ça. Et ça, quand même, garde-le bien en tête. Tu as dû le voir, tu m'as dit que tu allais rentrer en 5e l'année dernière, mais c'est bien que tu le gardes en tête pour bien commencer ton programme de 5e dès la rentrée. Bon, et garde bien les 2 mots en tête, parce que si tu dis à tes profs qu'on est rentré dans l'histoire avec le croissant, rajoute bien fertile, parce que sinon ça marche moins bien. Fertile. Allez, on passe maintenant à la science avec toi, Adrien, et puisqu'on parle de science, j'aimerais qu'on commence par rencontrer 2 grands inventeurs qui vivent chez toi, Mathilde. Rends-toi compte, Adrien, c'est Newton et Tesla. C'est qui ça? C'est Newton ou Tesla? Je ne reconnais pas bien. C'est Newton. Ah, c'est Newton. Et Tesla, il est où? Elle est toute là, elle est en bas. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée pour cela. Ah oui, mais c'est parce que ça, évidemment, une fois qu'on a fait les inventions comme ça, on est fatigué. Pourquoi t'as appelé tes toutous Newton et Tesla? C'est rigolo, ça? C'est avec mon père. Vu qu'il aime bien les inventeurs, il nous a appelé comme ça. Bon, Adrien, toi, comme tu peux rien faire comme tout le monde, ça on le sait, t'as essayé de nous parler aussi de croissants, mais des croissants qu'on ne croise que la nuit. J'espère qu'on va pas mettre trop de miettes dans le lit quand même. Bon, allez, on y va. Ramène ta science. Et oui, aujourd'hui, Alex, j'ai décidé de te parler de la façon dont tu dors dans le lit, et plus précisément de la position dans laquelle tu dors et des impacts que ça peut avoir sur ta santé. D'accord. Donc on va s'installer. Vas-y, installe-toi. Moi, j'enlève les chaussures. Ah oui, moi je fais pas ça, moi. C'est pas grave, je laverai tout à la machine après. Alors, il y a plusieurs façons de dormir dans un lit. Bien Certains sûr. dorment sur le ventre, sur le dos, d'autres en position fétale, un petit peu en forme de croissant, justement. On va commencer par voir ce qui se passe, les effets sur la santé d'un sommeil en position ventrale, c'est-à-dire sur le ventre. Ah, ça c'est pas très bien, je crois. Eh ben, vas-y, couche-toi sur le ventre. Je vais me mettre sur le ventre. Bon, tu dors comment, toi, Mathilde?
Moi, je dors comme ça. Ah, tu dors sur le côté, toi. Sur le côté. Ah ben, on en parlera tout à l'heure, Mathieu. Alors, sur le ventre. Alors, sur le ventre. Sur le ventre, c'est une position effectivement qui est déconseillée par pas mal de médecins. Pourquoi? Parce que, tu le vois Alex, tu as tourné la tête. Et ça entraîne une torsion des vertèbres cervicales, les vertèbres qui sont au niveau du cou. En plus, on peut voir que ton dos se creuse. Et ça respecte assez peu les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Donc tu peux te retourner, Alex. Il ne faut pas dormir sur le ventre, quoi. En gros, ça dormir sur le ventre, ça peut soulager temporairement certaines douleurs, mais on l'a vu, ça tord les vertèbres au niveau du cou et ça creuse le dos. La colonne vertébrale, elle est constituée de 24 vertèbres. 24 vertèbres sans compter celles qui sont soudées au bas du dos et qui forment ce qu'on appelle le sacrum et le coccyx. Ces vertèbres, elles sont légèrement courbées. Il y a 4 courbures chez l'homme. Ces 4 courbures, ce sont des adaptations à la bipédie, c'est-à-dire au fait de marcher sur nos 2 membres postérieurs. Une première courbure au niveau du cou, la courbure cervicale, puis une courbure au niveau du thorax, la courbure thoracique, un creux au niveau de l'abdomen, la courbure lombaire, et enfin une courbure au niveau du sacrum, la courbure sacrée. Il est donc important de respecter ces courbures et de respecter l'alignement des vertèbres. On l'a vu, dormir sur le ventre, ça ne permet pas tout ça. Dormir sur le dos. Je suis pas mal, là. Ouais, je vois ça. Là, je suis pas mal. Je suis à 2 doigts de faire dodo. Dormir sur le dos, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux puisque l'alignement des vertèbres est respecté, ainsi que ces 4 courbures naturelles qu'on vient de citer. Alors, il y en a certains qui conseillent, lève un petit peu les jambes, Alex, de placer un coussin sous les genoux. Ouais, mais c'est pas pratique, ça. Pour encore mieux respecter les 4 courbures. Alors, le problème, et on s'en rend compte avec José, c'est que dormir sur le dos, ça favorise les ronflements et ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. C'est ça. L'apnée du sommeil, attention José, ce sont des petites interruptions de la respiration dans le sommeil, des petites interruptions de quelques dizaines de secondes, mais qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la qualité du sommeil. Donc, effectivement, c'est beaucoup mieux pour la colonne vertébrale, mais c'est pas une position idéale non plus. Et dormir sur un matelas de briques comme Mathilde, c'est une bonne idée ou pas? Alors dormir sur un matelas de briques, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais dormir sur le côté, ça peut présenter des intérêts. Effectivement, dormir sur le côté, on peut le faire en position fétale, donc comme ça. On peut, en forme de croissant, hein, on le voit. On peut le faire également de façon un petit peu plus dépliée, en chien de fusil, on appelle ça. Alors ça peut être intéressant, mais attention dans ce cas-là à plusieurs choses. D'abord, à bien alterner les côtés. Attention également à pas, tu vois. Ah mon Dieu, je fais ça tout le temps. Placer ton bras sous la tête ou sous l'oreiller. Ben ouais, mais dans ce cas-là, tu comprimes les vaisseaux sanguins au niveau du bras et puis tu risques d'avoir les membres engourdis au réveil. Dans le cas d'un sommeil sur le côté, ce qui est conseillé par les médecins et les kinésithérapeutes, c'est, vas-y, place-toi sur le côté, Alex. Oui, je vais m'endormir, je te préviens, force. Et puis, lève la jambe, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour bien respecter. Mais t'es fou, quoi? Mais c'est quoi ce truc-là? Mais oui, mais c'est pour respecter. Je vais pas dormir avec un coussin entre les papas. Si, c'est très bon. C'est très bon puisque ça permet de respecter l'alignement des vertèbres. Certains médecins recommande de davantage dormir sur le côté gauche. Et ça, c'est pour éviter, c'est pas très glamour, les reflux gastro-œsophagiques, c'est-à-dire les remontées du contenu de l'estomac dans l'œsophage. L'estomac, il est situé un petit peu plus à gauche. Donc, en dormant du côté gauche, on le maintient sous l'œsophage. Et par gravité, les sucs gastriques qui sont produits par l'estomac remontent assez peu dans l'œsophage. Par contre, si on dort côté droit, là, l'estomac est de l'autre côté et ça favoriserait les remontées acides et donc les brûlures d'estomac
et également, d'après certains, la mauvaise haleine au réveil. Je crois que j'ai perdu Alex. C'est fini. Ah oui. Merci pour tous les conseils sur les ronflements et sur le reste et sur la mauvaise haleine. Merci Adrien. Donc on a compris. On dort du côté gauche, même si là, bon, t'es à droite. Bon bref. Allez, on passe au cours de maths. Je sais que toi qui nous regardes, tu prends un plaisir croissant dans les maths, grâce à nos deux petits choux, Cyril et Nicolas, qui résolvent tous les problèmes en un éclair au chocolat. Leur cours sur les chiffres croissants et décroissants sera peine du four. C'est génial. Bon appétit. Aujourd'hui, en maths, nous allons parler de croissant. Tu l'auras compris, nous n'allons pas parler du croissant, étant donné que Nicolas a tout mangé. Nous allons voir ce qu'est l'ordre croissant et décroissant en mathématiques. Pour te l'expliquer simplement, je te propose de prendre l'exemple d'une course en sac à l'école. Sur la ligne de départ, il y a Alban, Brahim, Il y a également Céline et enfin Dounia. Pour établir le classement à l'arrivée, il faut déterminer l'ordre des enfants du plus rapide au plus lent. Sur la ligne d'arrivée, Alban a mis 4 secondes. On peut le placer ainsi sur un axe gradué. Brahim a passé la ligne d'arrivée à l'arraché après 3,5 secondes de course effrénée. Il se place ici sur l'axe. Céline, quant à elle, a mis 3,8 secondes. Elle se place ici sur l'axe. On peut déjà établir un classement intermédiaire. Grâce à l'axe gradué, on voit que celui qui est le plus proche de 0 a été le plus rapide et inversement, celui qui en est le plus éloigné a été le plus long. Ainsi, Brahim est en tête, suivi de Céline, et enfin Alban ferme la marche. On range les temps du plus court au plus long. En mathématiques, on utilise ce symbole. Il signifie inférieur à. On dit alors qu'on range les nombres dans l'ordre croissant. À gauche du symbole, on a le nombre le plus petit et à droite, le plus grand. Ce qui nous donne comme rangement, avec nos temps, 3,5, inférieur à 3,8 et inférieur à 4. Revenons à la course car nous n'avons toujours pas le classement final. Dounia passe la ligne d'arrivée après 3,2 secondes. 3,2, c'est plus petit que 3,5 car 3 unités et 2 dixièmes, c'est inférieur à 3 unités et 5 dixièmes. Si on place Dounia sur l'axe, on constate que c'est la plus proche de 0. Donc celle qui a mis le moins de temps. C'est notre gagnante. Bravo à notre gagnante Dounia. Si on avait rangé les temps du plus lent au plus rapide, on aurait alors rangé dans l'ordre décroissant. En effet, ranger dans cet ordre, c'est classer les nombres du plus grand au plus petit. Dans ce cas, on utilise ce symbole. Voilà, tu sais ranger les nombres dans n'importe quel ordre en utilisant le bon symbole. Ce symbole signifie inférieur à et celui-ci supérieur à. Petite astuce, si tu as un doute, rappelle-toi que le nombre pointé par ce symbole est toujours le nombre le plus petit. À bientôt et que les maths soient avec toi. À force de parler croissant, ça m'a ouvert l'appétit. Il en reste Pour le premier arrivé, allez. Ils sont forts en petits sauts de sac à patates. Merci Cyril et Nicolas. Je suis sûr que le note en maths va aller croissante grâce à vous. Bon, Mathilde, à ce stade de l'émission, est-ce que tu dirais que tu t'y connais un petit peu mieux en croissant? Oui. Mais on n'a toujours pas répondu à ta question. C'était quoi ta question? Tu nous la rappelles? Alors, j'ai entendu dire que le croissant était français. Est-ce vrai? Aïe, aïe, aïe. Bah écoute, José, qui est très malin, va te faire une interro surprise qui va passer comme dans du beurre. Et du coup, tu vas presque toi-même trouver la réponse. T'es prête? D'accord. Let's go. Alors, Mathilde, première question, justement, je te renvoie la balle. D'après toi, l'origine du croissant, je vais te donner 3 possibilités. L'origine du croissant, l'invention du croissant, est-ce que c'est dû à une victoire de la France en Coupe du Monde? Est-ce que c'est dû à une guerre? Ou est-ce que c'est dû un peu par accident? On était en train de fabriquer un pain, et on a raté, c'est un croissant qui est sorti. Alors, laquelle des 3 tu dis? La troisième. La troisième, c'était la deuxième. La deuxième, c'est une guerre. Et en fait, c'est là qu'on va découvrir que le croissant n'est pas français. Nous partons en 1683. Et en 1683, c'est la guerre. L'armée turque est en train d'assiéger la ville de Vienne en Autriche. Et sur le drapeau turc, il y a un croissant. Et comme les Viennois vont réussir à remporter la victoire, pour commémorer cette victoire, les boulangers-pâtissiers de la ville de Vienne vont créer
une nouvelle pâtisserie, le croissant, pour commémorer cette victoire en prenant le modèle sur le drapeau ennemi en quelque sorte. Et le croissant est né donc à Vienne en Autriche. Et c'est aussi pour ça, ma chère Mathilde, que nous appelons ça une viennoiserie. Viennoiserie, bien sûr. Ouais. Ceci étant dit, Mathilde, aujourd'hui, même à Vienne, on considère que le croissant, c'est devenu français parce que c'est aussi un des symboles de notre pays, parce qu'il est très mangé dans notre pays au petit déjeuner, parce qu'on l'a beaucoup popularisé en fait. Vous saviez tout ça, Virginie ? Non, pas du tout. Et ben voilà, on apprend des tas de choses dans cette émission, c'est ça qui est génial, et en plus on peut manger. Alors attention Mathilde, deuxième question. Dans beaucoup de drapeaux de pays musulmans, on voit des croissants, par exemple l'Algérie, la Turquie, je viens de le dire, le Pakistan. Est-ce que tu sais ce que ça symbolise, ce croissant? Est-ce que ça symbolise le dernier quartier de lune qui serait la fin du Ramadan, ou est-ce que ça symbolise la forme des pays? Le dernier quartier de lune de Ramadan. C'est vrai, ça symbolise le dernier quartier de lune, la fin du Ramadan. Alors le Ramadan, c'est quoi le Ramadan? Alors, le Ramadan, c'est une période de jeûne dans la religion musulmane où on ne mange pas en journée. Et à la fin du Ramadan, pour marquer la fin, il y a une très grande fête, en fait. Et du coup, le croissant, ça symbolise ça. Il y a aussi une étoile sur ces drapeaux, Pakistan, Turquie, Algérie, très souvent. Et cette étoile, elle symbolise quelque chose que tu vas voir à la rentrée, les 5 grandes croyances de l'islam, qu'on appelle les 5 piliers de l'islam, c'est chaque branche de l'étoile. Voilà, pour ces drapeaux. Tu nous feras un autre cours là-dessus pour qu'on sache que c'est. Bien sûr. Alors maintenant, dernière question, et tu peux remporter ce duel où tu m'affrontes en répondant bien. Aux États-Unis, quelle ville est surnommée Crescent City? La cité du croissant, la cité croissante. Crescent City. Est-ce que c'est New York? Est-ce que c'est Détroit ou Detroit? Ou est-ce que c'est Nouvelle-Orléans? J'adore ton accent, José, je m'en lasserai jamais. Alors, à ton avis? New York, Détroit, Nouvelle-Orléans? Je pense que c'est Détroit. C'était la Nouvelle-Orléans. Et tu sais pourquoi? Parce que elle est dans un méandre du Mississippi qui rappelle la forme d'un croissant. Quand on voit le plan de la ville, il a la forme d'un croissant. Pour aller très vite, New York, c'est Big Apple, la grosse pomme. Et Détroit, c'est Motor City, parce que pendant très longtemps, il y a eu toute l'industrie automobile américaine à Détroit. Eh ben merci. Bon, bravo quand même, Mathilde, parce que c'était très difficile. Mais on prépare la rentrée. Oui, on prépare. Surtout, on a compris plein de choses sur le croissant, encore une fois. Allez, on va justement maintenant aborder le dernier croissant de ces cahiers de vacances avant de passer aux ateliers, mais aussi le plus poétique. Il revient naturellement donc à Léa pour ton initiation à l'histoire de l'art. Un cours, il va falloir bien se concentrer pour rien oublier, parce qu'on va être un peu dans la lune. C'est parti. Alors Léa. On va parler aujourd'hui d'un croissant de lune, mais un croissant de lune particulier, puisque c'est un croissant de lune qui se transforme en poisson volant. Alors Mathilde, est-ce que tu as déjà vu ça, un croissant de lune qui se transforme en poisson volant? Non. Non, je te rassure, c'est normal. N'aie pas l'air étonné. Attendez, c'est une colle. Interro surprise de José. Non. C'est pas une colle, Mathilde. En effet, c'est quasiment impossible, sauf dans l'univers magique et féerique d'un peintre. C'est Marc Chagall et c'est lui que nous allons découvrir aujourd'hui avec cette peinture. Elle s'intitule Le paysage bleu. Elle a été réalisée en 1949. Alors Mathilde, qu'est-ce qu'on y voit sur cette peinture? Alors, on voit un autoportrait de Marc Chagall. Oui, ouais, tout à fait, c'est un autoportrait de l'artiste. Alors, l'artiste, qui est-il? On le connaît peut-être, c'est Marc Chagall. Marc Chagall, il est né en Biélorussie, c'est un pays voisin de la Russie. Il est né en 1887 et c'est l'aîné de 9 enfants. Très jeune, il va commencer le dessin, la peinture et il va grandir dans un petit village où il va être entouré de fermes. Et c'est un artiste qui va se représenter sur cette peinture avec une femme. Alors cette femme, qui est-elle? C'est Virginia. C'est son deuxième amour et il l'a rencontrée en 1945. Alors je parle de deuxième amour parce que son premier amour, c'était Bella. Son amour de jeunesse, mais malheureusement Bella est décédée. Et il va rencontrer cette autre femme, Virginia, et ça va égayer sa vie. Et cette peinture, c'est le retour du bonheur et de la joie dans la vie du peintre. Alors oui, il s'inspire beaucoup, Chagall, de sa vie, donc de son enfance jusqu'à l'âge adulte, pour traduire ses sentiments, ses émotions. Alors, il y a des symboles chez Marc Chagall qu'on va pouvoir analyser ensemble. Est-ce que tu vois un symbole dans la peinture qu'on voit ici, donc dans le paysage bleu, Mathilde?
Oui, je vois le croissant de lune, ça représente le poisson. Alors, en effet, le croissant de lune, c'est un symbole chez Chagall. C'est récurrent, ça revient souvent. La lune, c'est pour Chagall l'instant du rêve, le moment où on quitte la réalité et où les humains, comme les animaux, vont pouvoir s'envoler. Souvent, lorsqu'il y a la lune qui est apparente chez Chagall, les personnages ne touchent pas terre, ils flottent dans l'espace, ils C'est la flottent nuit, dans le ciel. rêve. C'est la nuit, c'est le monde du rêve en effet. Le deuxième symbole, c'est les bouquets de fleurs. Alors les bouquets de fleurs, ils sont aussi récurrents chez Chagall. Ils sont généralement très fournis, très colorés et ils sont placés dans les bras, dans les mains de sa bien-aimée. Parfois Bella, parfois Virginia, c'est le cas pour cette peinture. On va aussi avoir les animaux, autre symbole très présent chez Chagall, les animaux domestiques, donc des animaux qui lui rappellent son enfance, son petit village de Vipsek en Biélorussie avec les poules, les canards, les chevaux. Ici, c'est une poule qui est gigantesque. Regarde la taille de cette poule comparée aux têtes des deux personnages, elle est énorme. Et bien chez Chagall, animaux comme humains communient. Ils ont vraiment la même identité dans la peinture de Chagall. C'est un artiste qui a aussi réalisé beaucoup de commandes tout au long de sa vie. Donc il a réalisé des œuvres, par exemple au sein de l'Opéra Garnier à Paris, que tu peux découvrir. Il a aussi réalisé... Oui, il a fait le plafond, je crois. Il a fait le plafond, exactement. Eh oui, tout le plafond de l'Opéra Garnier, qui à l'époque avait fait un scandale, mais qui aujourd'hui est très visité. Et il a aussi réalisé à la cathédrale de Reims tous les vitraux, donc, que je t'invite à découvrir aussi. Oui. C'est absolument magnifique. Eh ben, merci beaucoup Léa, merci à tous. Et ça continue, puisqu'on va passer à nos ateliers de vacances, où je t'emmène avec moi Mathilde, et puis vous aussi Virginie, j'insiste. Juste le temps de remercier tous les profs de ces cahiers, merci les amis. Hein. Et puis on se retrouve évidemment très très vite. Et puis Mathilde, comme toi qui nous regarde, et puis comme Virginie, et ben, vous faites comme moi surtout, vous ne bougez plus quelques secondes. Attention, on bouge plus. Bonjour les filles, ça va bien? Bah oui, très bien. Ça va Mathilde et Virginie? Elles sont encore bloquées, je crois. Mathilde, Virginie, c'est bon, on est là. Merci d'être fidèles au poste, bien sûr, pour ces ateliers de vacances où, comme tous les jours, on va découvrir plein d'activités distraiantes à faire pendant les vacances, parce qu'il reste encore quelques jours de vacances. Mince à la fin. Alors, avec toi, Sarah, on va apprendre à fabriquer des cartes postales un peu spéciales. Exactement, des cartes postales avec des petites graines cachées à l'intérieur. Surprise. Nadia, toi, tu vas nous apprendre à faire un biathlon un peu spécial. Ça va être bien, ça c'est sûr. Et puis on confectionnera avec amour et peut-être même avec lenteur, Annelise, un gâteau étrange. Un gâteau pas très rapide. Un gâteau escargot. Exactement. Ah génial, j'ai envie de savoir ce que c'est. Bon ben avant cela, vu qu'il nous reste, je le disais, quelques jours de vacances, si on devait en profiter pour aller dans ta région ensoleillée, Mathilde, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors évidemment il y a plein de trucs géniaux à aller voir. Hein. On a vu Monaco tout à l'heure. Là tu nous proposerais d'aller voir quoi? Isola 2000. J'aime beaucoup y aller à Isola 2000 en hiver pour le ski et aussi l'été car il y a plein d'activités à faire avec les chiens. Par exemple des balades en forêt avec aussi les chevaux. D'accord. Bon là on voit des images mais c'est l'hiver. Hein. Si on y va maintenant, c'est pas tout à fait comme ça quand même. Non. J'adore aussi faire des bivouacs en forêt à la Belle Étoile et on regarde les étoiles et on se raconte des histoires autour d'un feu de camp et des grillades de chamallows. D'accord, eh ben génial. Génial, génial. Bon, une fois qu'on a Isola 2000, j'imagine qu'on a envie de faire partager toutes ces activités aux amis qui sont restés chez eux. Et pour ça, pourquoi ne pas leur envoyer une belle carte postale, n'est-ce pas Sarah? Exactement. Et même une carte postale naturelle. Tout à fait. C'est presque une carte compostale, en fait. Ah, exactement, elle est compostable. Et ben voilà, et ben on y va, on est parti. Alors, comment ça marche? Alors, la carte postale, c'est vraiment l'indispensable des vacances. Tout le monde en envoie. Mais cette année, je te propose de la fabriquer toi-même en recyclant du papier. Et comme fabriquer du papier, au final, c'est un peu simple, on va rajouter un truc en plus. On va rajouter des graines à l'intérieur. Fabriquer du papier, c'est simple? Tu vas voir, c'est assez simple. Bon, d'accord. Exactement. Et pour les graines, il n'y a pas besoin d'en acheter. Tu peux directement récupérer des graines, des fruits que tu vas manger cet été. Par exemple, tu vas trouver des graines dans les framboises, des graines dans les tomates. C'est vrai que dans les poivrons, il y a plein de graines. Voilà, tomates, le melon, la pastèque. Exactement. Évidemment. Ça, c'est des fruits dans lesquels il y a des graines. Et du coup, cet été, si tu as un melon que tu manges qui est particulièrement bien, pourquoi pas en faire profiter ta famille ou tes amis en leur envoyant des graines qu'ils pourront planter à la maison. Par contre, ils ne pourront pas manger le melon.
Ah, ils pourront planter. Ils pourront planter les graines de ce melon et donc refaire pousser cette variété. Oh là là. C'est ça l'originalité de l'activité. Ah, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait après on peut faire repousser les trucs. Voilà. J'avais pas compris, dis Voilà. donc. Alors comment ça marche? Alors, pour ça, donc, il faut du papier à recycler. Donc tu gardes des vieux brouillons de papier et on va les déchirer pour les mettre dans une bassine. Oula. Alors tu les déchires en bouts à peu près de cette taille. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de faire des petits bouts. Et tu les déchires dans la bassine. Il faut en mettre suffisamment pour qu'il y ait 1 à 2 cm de papier dans la bassine. Bah là, t'en as des tout. Voilà, moi j'ai un peu triché, j'en ai préparé à l'avance. D'accord. Voilà, tu peux faire ça avec les factures aussi, ça marche très bien. Ah bah non, les factures, faut pas les jeter, faut les garder un certain Après nombre les de temps. avoir payées, après les avoir payées. Et ensuite, tu vas mettre de l'eau pour recouvrir ton papier. D'accord. Voilà. Donc il faut mettre de l'eau jusqu'à ce qu'il y en ait un petit peu par-dessus ton papier. En fait, C'est bizarre, faut j'ai vraiment l'impression mettre d'avoir à la niveau. recette d'Anne-Lise alors que c'est pas du tout ça. Et tu sais comment on appelle la préparation qu'on va faire? Non. On appelle ça une pâte à papier. Ah, C'est un peu d'accord. comme une pâte à gâteau. Ok. Donc là, une fois que tu as ça, tu vas venir dans l'eau déchiqueter ton papier. Ah, on fait de la bouillie de On papier. fait de la bouillie de papier. Alors ça, c'est un moment que les enfants en atelier adorent toujours. C'est faire la bouillie de papier parce que ça prend un petit peu de temps, mais c'est assez drôle à faire. Et tu vas voir, au fur et à mesure, ton eau va se troubler. C'est les fibres du papier qui commencent à se dissoudre dans l'eau. D'accord. Alors moi, j'ai décidé d'aller un petit peu plus vite pour te montrer. Et tu peux faire ça aussi à la maison avec l'aide d'un adulte. C'est utiliser un mixeur plongeant. Le mixeur plongeant, c'est le mixeur qu'on utilise pour faire la soupe. Ok. Et là, on va l'utiliser pour mixer la pâte à papier un peu Donc plus là, vite. c'est les parents qui utilisent ça. Hein, parce Voilà, que ça peut- exactement. C'est avec l'aide d'un adulte. Donc tu peux mettre sur basse vitesse et tu vas doucement. Voilà. Et alors, si on n'a pas de mixeur, on fait comment? Alors si on n'a pas de mixeur, on fait ça à la main. Ça prend 5 grosses minutes. Ah oui. À la main, Bah, voilà. déjà là, ça prend 5 grosses minutes à vos mixeurs. Ah, ça prend un petit peu de temps. Non, à la main, ça se fait. Hein. Je l'ai déjà fait à la main, ça se fait. C'est juste un peu plus long. Ensuite, tu peux mettre directement les graines dans la pâte à papier. Si tu veux faire que des cartes postales au poivron, par exemple, tu mets directement les graines de poivron. Si tu veux faire plusieurs types, on va les mettre après. Donc, on va commencer là par mouler la feuille. Donc, pour ça, on prend une lingette microfibre, comme ça, qu'on va disposer à côté de notre bassine. D'accord. Et pour mouler la feuille, on va utiliser un cadre sur lequel j'ai accroché de la moustiquaire. Ah oui, Voilà. donc il faut quand même fabriquer des trucs. Il faut juste accrocher avec de la colle un petit bout de moustiquaire ou un petit bout de tulle. La sur moustiquaire, ton c'est cadre. pourquoi? C'est pour faire un peu passoire en fait. hein, c'est ça. Exactement, voilà, Eh c'est oui. ça. Alors, ensuite, on rentre le cadre d'un côté, on le met tout au fond du bac et on secoue un peu pour mettre de la pâte à papier bien par-dessus et on remonte. J'ai l'impression qu'on va chercher de l'or. C'est un peu ça. Et le côté moustiquaire, je l'ai mis bien en dessous. Comme ça fait effectivement comme un petit piège dans lequel il y a la pâte à papier qui se retrouve coincée. Oui, parce que du coup, l'eau coule là. On voit bien Voilà, que l'eau coule. l'eau Donc il reste coule. plus que la pâte à papier. Il reste plus que la pâte à papier. À ce stade-là, je peux rajouter... Alors, tu préfères quoi? Framboise, poivron, tomate, Alors, qu'est-ce qu'on perso, met? si tu me demandes mon avis, c'est vraiment les framboises. Allez, les J'ai un framboises. gros problème avec les framboises. Eh ben, écoute. Tu me mets une barquette entière, je la mange. Eh ben, tu vois, là, tu auras de quoi te faire une barquette entière de framboises. Parce que Donc tout tu ça, mets les graines dedans. je là, mets comme les ça. graines et voilà, je tapote légèrement pour les intégrer un peu au papier. Et ensuite va arriver l'étape de démoulage de la feuille. Alors, le démoulage, là encore, il va falloir peut-être s'y reprendre à plusieurs fois. Mais tu vas voir, tu vas finir par y arriver. Donc, je mets ma feuille, mon cadre au bord de ma lingette. Oui. Et d'un coup sec, je retourne. Et c'est là où il faut attendre un petit peu parfois. Il faut attendre que la feuille se décolle. Pour l'aider à se décoller, une petite astuce, c'est de remouiller un petit peu, remettre un peu d'eau. Oui, on sent que tu as fait ça toute ta vie. En fait, toi, tu Ah, fais que des mais cartes j'ai- postales comme ça, Comme je te le j'imagine. disais, ça marche pas du premier coup, il faut s'entraîner Voilà. un peu. Donc j'en ai fait un certain nombre. Et alors là, vraiment, il faut que tu t'accroches. C'est normal de ne pas y arriver la première fois. Il faut y aller doucement et la feuille va finir par se décoller du cadre. Voilà, là, elle commence à se décoller. Et ensuite, tu vois, tout doucement, délicatement, je relève le cadre. Et donc Ensuite, ça, Ça, c'est la feuille de papier Ok. qui a été démoulée. Et ensuite, on va éponger, en fait, avec des lingettes. Donc, on va en mettre une en dessus, une en dessous. Et là, il faut y aller délicatement. Donc, on va appuyer dessus pour enlever l'excédent d'eau. Il ne faut pas rouler tes mains parce que sinon, tu vas vraiment trop écraser la feuille de papier. Donc, on appuie plutôt. ok. Quoi, ça fait Voilà. après Ensuite, une fois que c'est fait, tu as ta feuille de papier. Il n'y a plus qu'à la laisser sécher. Et ensuite, tu peux la décorer. Tu vois, par exemple, là, j'ai fait une feuille de papier avec des
Des poivron, graines de poivron. Des graines de poivron, et je l'ai décoré de l'autre côté. Oh, mais dis donc, mais c'est toi qui as dessiné comme ça? Exactement. Mais tu dessines très très bien, dis donc. En fait. Mais c'est et là, super. j'ai fait une petite graine de pastèque. Et alors après, d'accord, Voilà. tu me dis que grâce à ta carte postale, je vais pouvoir repousser des poivrons, des tomates et Eh ben, des une des fois, melons. donc ta carte Comment postale, je je te fais conseille de la mettre dans une enveloppe pour l'envoyer, pour pas qu'elle s'abîme. Mais on écrit dessus? Bah, tu peux écrire dessus, là, tu vois, j'ai écrit au stylo et j'ai dessiné dessus, donc on la décore comme une carte postale. Et ensuite, à l'arrivée, bah, la personne qui la reçoit va pouvoir la déchirer, la replanter dans de la terre. Ah, mais et on plante la carte directement? on plante la carte postale. Et ça va redonner des pastèques ou du poivron. Alors là, Voilà. là Sarah, merci. Avec Merci. Ça t'a plu, plaisir. Mathilde? Oui, super. Et Virginie, vous allez faire ça vous aussi? Oui, oui, oui. Eh ben On va oui. le faire, Ah hein. Mais franchement, c'est très très chouette. Bravo, merci Sarah. Alors, pour ce qui est du sport, malheureusement, c'est pas tout à fait pareil. Il suffit pas de poser une petite graine pour progresser. Hein. Non, 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 ça pousse pas tout seul. Faut s'entraîner encore et encore. C'est pour ça que Nadia vient tous les jours. Et aujourd'hui, elle nous a créé un biathlon spécialité. Ça va être top, tu vas voir. Ah oui. J'ai hâte. Elle est un peu petite la corde à sauter, je le sens. Oui, mais ça va le faire. Alex, ça va le explique-moi. faire. Alors d'abord, est-ce que tu connais Martin Fourcade, Mathilde? Ah bah. Non. Non. C'est un grand champion Mais oui. français de biathlon. Il Alors, faut aimer le sport. oui, il faut aimer le sport. Mais tu m'as demandé tout à l'heure ce que c'était le biathlon. Donc le biathlon, comme son nom l'indique, il y a deux épreuves. Une épreuve biathlon. Bi, ça veut dire deux. Une épreuve de ski de fond et une épreuve de tir. Bon alors là c'est l'été, à la Maison Lumni on n'a pas de neige, donc Alex je t'ai concocté un petit truc sympa. Ok. Pour le remplacer le ski de fond, tu vas faire un joli parcours, donc le plus rapidement possible, hein, c'est tout l'enjeu. Tu vas faire le tour du canapé, Oui. d'accord. Commencer par la corde à sauter. Donc, tu vas commencer c'est-à-dire, par la corde c'est à quoi sauter, 10 sauts. À 10 sauts. Vas-y, Je on y peux va. pas avec celle-là. 10, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop, tu fais le tour du canapé. Je cours. Allez, c'est parti, maintenant tu prends la sabacane, tu prends l'aiguille. L'aiguille, tu l'enfiles à l'intérieur comme ceci, tu pousses bien avec ton doigt. Elle est bien entrée. Oui. Maintenant, peu importe les main gauche ou main droite à l'avant, en tout cas il en faut une devant, tu vois, il y a la mousse ici qui va venir stabiliser. Tu rapproches de ta bouche la sarbacane, Oui. tu te concentres et là tu vas souffler d'un coup sec sur la cible. Oui, la cible. Derrière La toi. cible. Attention à ce que personne ne soit derrière la cible. Hein. Donc la concentration, c'est ça tout l'enjeu, hein, de faire un effort rapide et en même temps ensuite de se concentrer et de garder son calme pour le tir. D'un coup sec, Alex. Et c'est parti, tu peux repartir avec 5 sauts seulement, comme tu as réussi tes fléchettes. C'est parti, cours, vite. C'est bon, sarbacane ici, allez. La fléchette était préparée. Maintenant, on se concentre, Alex. On se concentre, bien stable. Souviens-toi de ton œil viseur. Oh, c'était pas mal. loin. C'est pas mal, c'est pas mal. Bravo. Tu peux peut-être égaler Martin Fourcade. Hein. Il faut bien souffler fort. Hein. Et il faut bien se reposer après. Oula. Ça va aller, Alex? Oui, ça va aller super. Après l'effort, le réconfort. La cuisine d'Annelise. Ce stylisme culinaire. J'espère que tu as fait une recette rapide et pas une recette escargot. Bah, ça tombe un peu mal parce que justement j'ai prévu de faire un gâteau escargot, mais je suis sûre que toi et toi aussi Alex, vous allez me pardonner quand je vais vous dire que dedans il y a votre ingrédient préféré, de la chantilly. Ça va être bon, hein. Ça va être pas mal. Donc déjà, tu vas avoir besoin d'un batteur électrique à utiliser bien sûr avec papa-maman. Et puis tu vas avoir besoin de 4 œufs, donc avec les jaunes d'un côté, les blancs de l'autre. Je t'ai déjà montré comment les séparer. 100 grammes de sucre que tu vas diviser en deux, ça fait faire un petit peu de maths, donc 50 grammes et 50 grammes. 80 grammes de farine, 20 grammes de cacao en poudre, un peu de confiture et un peu de chantilly maison. Donc je vais utiliser mon batteur magique. D'accord. Baguette magique. Et du sucre plus des jaunes d'œufs, tac, coup de batteur magique. Ça va te donner une préparation comme ça. D'accord. Donc, il faut, ça, c'est quand tu mélanges. il faut battre au batteur électrique pendant quelques minutes. Tu vas avoir ce mélange-là. Ensuite. Tu vas faire pareil avec les blancs et le sucre. Coup de batteur magique. Magie. Et tu vas obtenir des blancs en neige comme ça. Génial, ça a l'air bon, ça. Voilà. Hein. Donc toujours avec le batteur. Et là maintenant, on va mélanger les deux. Donc tu vas mettre les jaunes. Alors tu vois, c'est bien mousseux, hein, bien léger. Je te montre, t'as vu comme ça a l'air comme un petit Oh là là. poussin
sur lequel on Mais a déjà, envie ça de a l'air bon, dis s'allonger. donc. Avant même que tu commences quoi que ce soit, ça a l'air bon. Et là, tu prends un fouet à main, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas électrique. Donc, tu vas venir mélanger. Voilà. On a incorporé beaucoup d'air, donc cet air, on veut le garder. Donc, tu vois, je commence à mélanger. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre la farine. Donc, tes 80 grammes de farine. C'est ça, mes 80 grammes de farine et mes 20 grammes de cacao. Et là, tu vas mélanger délicatement. Alors, tu prends le temps qu'il faut. Et quand c'est fini, tu vas venir l'étaler sur une plaque, tu vois, de cuisson recouverte d'un papier cuisson. Et tu demanderas à papa, maman de faire cuire ton gâteau pendant 10 minutes à 180 degrés. Puis, quand le gâteau est encore chaud, attention, c'est important, de le décoller et de le rouler dans un nouveau papier cuisson tout propre. Je vais te montrer. Voilà. Moi, j'ai un petit peu triché pour qu'on gagne du temps. Voilà ce qu'on obtient. Le gâteau qui est roulé dans un papier tout propre. Alors, il a légèrement collé, mais c'est normal, ne t'inquiète pas. Et maintenant, je vais le dérouler. Donc, tu vois, je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, ce roulé. Bah, un escargot. Et voilà. T'aimes bien les gâteaux au chocolat, Mathilde? Oui, j'adore. Ah ouais, moi aussi, c'est un problème. Ah, ça marche bien. En plus, là, chocolat, framboise, moi, c'est une de mes associations préférées. Bien sûr, si tu préfères une autre confiture, tu peux mettre une confiture Donc là, tu mets la d'abricot confiture de framboise directement comme ça, là. sur le gâteau. Et tu étales, tu vois, tu prends le temps de bien étaler ta confiture en allant bien sur les bords. Et par-dessus la confiture, parce qu'on n'a jamais trop de gourmandise à la maison Lumni. Donc là, c'est de la chantilly maison, de la chantilly au mascarpone. Je t'ai déjà montré la recette aussi. Je prends 20 centilitres de crème liquide entière, 125 grammes de mascarpone et 30 grammes de sucre glace. Que je fouette avec le batteur électrique. Bien sûr. Donc pendant que Alex s'occupe du reste de la chantilly, oui. Moi, tu vois, j'étale la chantilly sur le gâteau, sur la confiture. Donc, c'est pas grave si ça se mélange un peu à l'arrivée. Je pense qu'on est en train de faire Mathilde. Bon. Hein. Elle est comme moi, Mathilde. Elle se dit, mais Ça quel donne goût ça, envie, ce truc. ça te donne envie, Mathilde. Et donc, une fois que tu as fait ça, tu vas rouler. Donc, tu vas rouler d'un côté. Hop. Voilà. Donc, tu vois, le gâteau, il faut faire doucement, il va se Ça a l'air vraiment léger, hein. Et oui, j'en ai mis un petit peu trop. J'en ai mis un petit peu trop, c'est pas grave. Hop. Après, on va pas manger tout le gâteau d'un coup, on va découper des petites parts. Donc voilà, donc tu vois, je replie pour que tu aies le corps de l'escargot et sa tête. Et normalement, là maintenant, il faut le mettre au réfrigérateur pour que ça ait le temps de solidifier un petit peu avant de, avec l'aide d'un adulte, couper des tranches. Donc forcément, j'ai pris un peu d'avance. Hop. Voilà. C'est trop mignon. Ils sont prêts pour l'arrivée. Donc, tu vois, on voit bien les petits roulés. Donc, une fois que c'est refroidi. Ils ont des petits yeux et des antennes. Comment tu as fait ça? C'est la petite touche finale. Tu vas utiliser des petites pastilles de chocolat ou des petites pépites de chocolat que tu vas venir coller avec un petit peu de confiture qui te reste. Et pour les antennes, j'ai utilisé des petits biscuits enrobés au chocolat. Tu vois que j'ai coupé en petits morceaux avant de venir les planter pour faire les petites antennes. C'est génial. Moi, j'ai fini la chantilly, mais je vais goûter quand même. Je peux pas ne pas goûter. T'as vu, ça fait envie, hein, Mathilde? Tu m'en donnes un? C'est trop mignon. Hein. J'aimerais bien t'en donner un. Qu'on puisse t'en téléporter un dans Je vais quand même le goûter pour voir. C'est un escargot que je vais manger avec plaisir, sans même avoir embêté la moindre petite bête dans la nature. Ça, ah non, super. ça va. Merci beaucoup, Alice. Bon. Je crains qu'ils soient en courant tous dans nos coquilles maintenant, puisque c'est déjà la fin de cette émission. Merci évidemment à tous les profs. Merci à toi, Mathilde, pour ta participation très active. Merci aussi, Virginie. Ça vous a plu? Oui, beaucoup. Tout le monde a appris plein de choses. Vous aussi, Virginie? Oui, comme toujours d'ailleurs. Eh ben voilà, c'est vrai. C'est ça qui est génial. On a le nom de ton asso et l'adresse de ton asso. C'est super, Mathilde, que tu montes ça. Demain, on galopera vers d'autres connaissances. Alors j'espère que vous serez prêts à monter en scène avec nous, vous verrez. En attendant, on se retrouve tous les jours dans cette magnifique demeure avec les profs. Rendez-vous, même chaîne, même heure, même bonne heure. C'était toute l'équipe. Hein, coucou les amis. Et puis Alex qui mange. Goodbye. 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 Bye bye.